Thank you very much. Merci infiniment. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous présenter cette communication sur le FinTech en Afrique. À la fin de l'année dernière, nous avons commandité une étude sur le paysage de FinTech sur le continent. Il y avait tellement d'optimisme, d'enthousiasme dans ce secteur. Mais le nom de ce rapport, c'est les FinTech en Afrique, la fin du commencement. Nous allons amorcer la discussion par après. Nous avons constaté sur le continent africain que le secteur s'est transformé, la manière dont les gens utilisent les services financiers très différente. L'exemple que je voudrais donner, c'est ma grand-mère âgée de 85 ans. Ils disent que si j'essaie de lui donner de l'argent tous les mois, elle m'envoie un message par WhatsApp, elle n'a pas vu de notification. C'est différent par rapport aux enveloppes cash que je leur donnais. Non, on vous donnait des cash, on ne s'attend pas à une notification sur votre portable. La pénétration de FinTech s'est augmentée de manière substantielle. Au Nigeria, au Ghana et au Kenya, la pénétration des revenus FinTech, fondamentalement les revenus émanant des activités FinTech et les revenus des services financiers sur le marché, ça passe de 10 à 12, 15%. C'est substantiel par rapport à ce que nous constatons dans d'autres marchés. C'est dû au fait qu'en Afrique, FinTech est très différent. Nous avons les opérateurs mobiles qui participent au FinTech, les institutions bancaires classiques qui lancent également les FinTech. Et il y a toute une pénétration de FinTech sur tout le continent africain. Et de deux. Et je pense que c'est très pertinent lorsque nous parlons des banques de Silicon Valley. Les FinTech, de plus en plus, font face aux mêmes défis que nous constatons sur d'autres marchés. Par exemple, cette pression à mettre à échelle. Combien de clients est-ce que vous avez? C'est les questions que les investisseurs posent. Alors, votre rentabilité, est-ce que vous avez tous ces chiffres? Oui, il y a cette pression de réglementation. Il y a de cela 5 ans, les discussions qu'il y a eu, vous ne l'avez pas, comme par le passé. Dans les marchés, les régulateurs prennent tout cela au sérieux. Maintenant, la question, comment on déclenche le dialogue impliquant tous les acteurs? Alors, nous allons nous focaliser sur la croissance. Ces FinTech deviennent de plus en plus systémiques. C'est plus quelqu'un qui est dans un garage, dans un bureau. Il y a des bureaux appropriés qui sont créés. Et de plus en plus, ça devient important en termes de collaboration. Il faudrait avoir des acteurs mieux affinés. Les revenus vont croître à 9% en 2025 à 230 milliards. Et donc, s'il y aura cette perturbation sur le marché. Lorsque nous parlons de FinTech, de quoi nous parlons? Il y a beaucoup d'éléments. Ici, nous avons plusieurs 9 lignes verticales. Nous parlons de cash jusqu'au FinTech très sophistiqué, les blockchains, gestion des richesses sur le continent africain. Ce qui est prédominant par rapport au FinTech se focalise sur le paiement, le transfert mobile. Et à gauche, il y en a beaucoup plus qui vont vers la droite en traitant de la gestion de la richesse au fur et à mesure que le marché devient mature. Nous allons voir la situation qui prévaudra. Pour ce qui est du financement des FinTech, cela a chuté au cours des 12 derniers mois, mais
ça mérite d'être examiné. Au cours des 6 dernières années, le financement des fintech qui a cru de 18 fois par rapport à la ligne de base. Dans ce contexte, en 2022, lorsque nous examinions les chiffres, le financement des fintech chutait dans toutes les régions. L'Afrique continue de connaître des chiffres plus élevés, compte tenu du fait que le financement devient de plus en plus limité. La question, c'est de voir comment créer des sociétés qui vont se focaliser sur la valeur plutôt que l'évaluation. Il y a des opportunités. On peut croître en 2027 si l'Afrique ressemble à un certain nombre de marchés exemplaires, notamment le Nigeria, le Ghana et le Kenya, et nous pouvons croître jusqu'en 2027. L'orateur précédent a parlé d'un certain nombre de difficultés auxquelles les fintech font face. Eh bien, tout porte sur la réglementation. Lorsque vous parlez des fondateurs, il y a des difficultés à s'élargir. Il y a environ 54 régulateurs. Il va falloir comprendre le contexte dans chacun des marchés. Oui, il y a cette incertitude réglementaire et les réglementations sont adoptées rapidement et sont amendées rapidement. Ensuite, comment opérer dans un environnement incertain, dans les grands marchés, notamment en ce qui concerne les aspects macroéconomiques. Et de trois, dans mon marché au Nigeria, il y a la gouvernance des entreprises. Il va falloir avoir les fondations qu'il faut pour renforcer les compétences. Et nous avons également la gestion de la rareté des finances. Et également, nous avons cette rareté des talents. De plus en plus, nous compétissons, pas seulement sur le continent africain, mais également à l'échelle internationale. Je peux être à Accra, je desservis un client à Silicon Valley. Et comment est-ce que les sociétés peuvent procéder à cela? Maintenant, il y a cette conversation autour de la collaboration avec les banques. Je pense que c'est un domaine non exploité. Mais qui va devoir gagner le jeu? Est-ce que c'est les télécommunications, les banques ou les fintech? Le point de départ, c'est très bas. Seulement 10% des paiements en Afrique sont par voie numérique. Mais la question, c'est pas de savoir qui va gagner, mais la question, comment collaborer et comment, ensemble, élargir nos tentacules. Pour ce qui est des fintech, nous avons mis en exergue 3 domaines. D'abord, renforcer les talents, les former pour avoir suffisamment de personnes qui vont devoir croître nos sociétés. Maintenant, la collaboration pour la création d'un écosystème stable. Par exemple, des fois, les fintech et les banques compétissent pour les mêmes clients. La question, c'est de voir comment collaborer pour atteindre les gens qui n'ont pas été couverts. Voilà les quelques éléments de cette discussion pour planter le décor avant la discussion en panel. Je vous remercie infiniment. Mayo, thank you very much. Ah, infiniment merci. Cela nous aide à planter le décor pour la discussion qui va durer environ 40 minutes. Je voudrais inviter les panélistes en commençant par le ministre de l'économie numérique, ministre Lawson, Richmond Bassi, PDG, cofondateur de Bamboo. Mansonetti, PDG de Standard Chartered Ghana. Ming Rabe, directeur principal de Visa. Et nous aurons également Kunta Galabe, qui est directrice exécutive de Jare.
Très bien. La conversation porte sur la perturbation. Je commence par le focus sur la FinTech. Je commence par vous, Richmond. Il y a cette montée d'inflation, la dépréciation des monnaies dans l'écosystème où nous opérons. Alors, quelle est la perception des clients? Est-ce que les gens investissent toujours dans ce contexte de montée d'inflation, dans cet environnement plutôt défavorable? Par défaut, Bamboo a été créé pour permettre aux Africains de diversifier leur portefeuille d'investissement compte tenu de la situation. L'aspect positif, la plupart ont été protégés par rapport à la dévaluation des monnaies. Ils ont pu investir même en monnaie locale, mais également nous avons constaté le comportement en jugé par les données. Les utilisateurs sont plus prudents par rapport à leur investissement, les actifs dans lesquels ils investissent. Il y a beaucoup de ces utilisateurs qui ont commencé à investir dans beaucoup de retours sur investissement fixe. Il y a cet appétit pour les grandes sociétés qui ont de très bonnes performances. Bamboo vous permet de diversifier votre portefeuille et la pression également très visible pour ce qui est des données sur le comportement des investisseurs. Vous avez la même tendance? Eh bien, merci du fond du cœur. Ijara, pour répondre à votre question, je voudrais vous rappeler pourquoi Ijara a été créé au tout début. Il est question de résoudre le problème d'inflation dans la région CEMAC. Au début des années 90, lorsque la France a dévalué le CFA de moitié. Les familles ont souffert. Les économies se sont écroulées, les gens ont fait des pays de main pour survivre. Eh bien, ils sont en position de victime. Eh bien, ils ont lutté à travers ces moments durs. L'innovation, pour ce qui est de la technologie blockchain, nous a permis d'avoir une opportunité plutôt rare pour avoir un terrain favorable pour que les blockchains et les crypto-monnaies et toutes les autres monnaies crypto puissent prospérer. Ici, je suis au Cameroun, au Sénégal, ou en Afrique de l'Est, ou en France, et j'ai un Bitcoin. Et le prix de dollar ou du Bitcoin a monté. Dans un village au Togo, le prix de Bitcoin demeure au même niveau. Je suis en France, c'est pareil. Je dis cela. Ce que nous prêchons, c'est un terrain d'entente pour que personne ne soit laissé pour compte en temps de hausse d'inflation. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir accès à ces actifs et de les garder dans leur porte-monnaie, et donc il n'y a pas de risque de le perdre. Nous avons également démocratisé l'accès aux épargnes en tokenisant les obligations, les grandes institutions financières, lorsqu'ils investissent dans les obligations. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la masse qui sont au cœur même de toutes les économies? Aujourd'hui, un agriculteur,
un conducteur de moto peut acheter ces obligations et bénéficier de ces obligations. Il faudrait qu'il y ait un terrain d'entente. Et c'est l'approche que nous avons adoptée. Et donc, cela permet de résoudre le problème d'inflation. Non, la question de partenariat. Je commence par les institutions financières classiques sur le panel avant de donner la parole au ministre Luston. Nettie, au cours des 10 dernières années, les discussions sur les fintech et les banques, c'est comme si vous étiez des adversaires. Mais les banques disent, qui sont ces fintech? Ils ne cadrent pas avec notre environnement. Mais c'était des conversations qui faisaient rire plus d'un. Est-ce que cela a changé? Maintenant, est-ce que nous parlons davantage de partenariat, d'investissement, plutôt que de se comporter comme si vous étiez des adversaires? Quelle est votre expérience à la matière? Clairement, nous sommes au sommet du secteur financier et la plupart des autres parties représentent les fintech. Ça veut dire que le partenariat entre les institutions financières classiques et les fintech, c'est la voie à suivre pour aller de l'avant. En juger par ce que le PDG Richmond a dit, on avait une conversation et je faisais une boutade. Et nous parlions de la gestion des recherches. Et il disait, non, nous ne sommes pas des concurrents, nous sommes potentiellement des partenaires. Je pense que c'est ça la mentalité à faire valoir pour aller de l'avant. Vous avez parlé de la rareté des financements dans l'espace FinTech, mais il y a moult opportunités sur le continent africain pour nouer des partenariats avec les banques, les gouvernements, mais par rapport au FinTech, oui, ils ont tendance à proposer des solutions aux problèmes sur le continent africain. Les FinTech ont tendance à faire cela. Les banques ont constaté qu'il y a énormément de potentiel à faire valoir à travers ce partenariat. Je donne l'exemple du Ghana, le pays d'où je viens. Évidemment, nos économies sont fortement informelles et les gouvernements ont des problèmes à collecter les revenus fiscaux. Nous avons essayé de numériser l'économie davantage. Le gouvernement a noué des partenariats avec 3 fintechs pour mettre en place une plateforme de collecte en ligne. Il y a énormément d'exemples. Nous avons un partenariat avec les fintechs et nous parlons beaucoup de ces sociétés ou des pays qui déploient des monnaies numériques. Récemment, la Banque centrale du Ghana a invité les sociétés, les institutions à participer à ce projet. Nous avons noué des partenariats avec des fintechs pour parvenir à une solution similaire à ce qui a été dit, pour démocratiser l'accès à ces obligations. Je pense que c'est ce qu'il faut faire pour aller de l'avant et avoir un avenir radieux. Bonjour. Je pense que ce qui est très important, le paiement se fait au niveau local. Vous devez être sur la rue et comprendre le contexte. Oui, pour ce qui est des revenus de FinTech, lorsque j'ai rencontré les FinTech, et les revenus couvraient une période de 12 à 18 mois. Mais par après, il y a beaucoup d'argent injecté dans ce secteur. Entre choses que nous faisons par rapport aux partenariats, oui, nous avons des partenariats avec les régulateurs, les banques, les meilleurs sponsors et également les processus. Une des
exemples qui ont réussi. S'il faut s'intégrer aux tierces, nous avons les banques. Vous pouvez réduire cette période de revenus de 18 mois à une période moindre. Les leçons à prendre, on peut l'apprendre rapidement et ajouter de la valeur. Le partenariat revêt une importance capitale. Madame ministre, lorsque fixer les règles constitue un défi, les ministères doivent aviser. Dans certains cas, on a appris difficilement, mais est-ce que les fintech doivent être appuyés par les banques? Est-ce qu'ils doivent travailler en solo? Nous avons plusieurs types de solutions à ce problème. Alors, ce nouveau monde, comment on fait? Salut, je suis très ravi d'être ici aujourd'hui. Je dois dire que la question du point de vue du gouvernement, il y a une personne qui n'est pas à ce panel, c'est la Banque centrale. C'est important. Dans la zone CFA francophone, la Banque centrale a un rôle primordial à jouer. Lorsque vous parlez de partenariat dans un panel, la question c'est de savoir quel type de partenariat établir entre la Banque centrale et les fintech. L'univers de la Banque centrale dans la zone CFA, est-ce que vous avez des relations avec les fintech? Car, en fin de compte, en tant que gouvernement, nous devons respecter les règles fixées par la Banque centrale. Oui, la bancarisation mobile est arrivée à 60% en termes de pénétration. Toute cette stratégie de transformation envisage l'amélioration de l'inclusion. Mais ceci étant dit, nous devons également respecter les règles de la Banque centrale. Alors, le rythme de numérisation de paiement sera fixé par les réglementations de la Banque centrale. Mais en ce qui concerne le gouvernement, il y a un certain nombre de mesures que nous avons prises en tant que pays. D'abord, c'est l'identification biométrique pour tous les citoyens. C'est très important. Lorsque vous pensez au paiement, les fintech également, vous faudrait penser à l'identité. Il faudrait qu'il y ait des numéros uniques à nos citoyens. Il y a un formidable exemple en Inde et le Togo voudrait s'inspirer de cet exemple. Il va falloir améliorer l'inclusion. Oui, c'est le processus de comment connaître vos clients. L'identification biométrique, ce que nous avions fait, lorsque nous concevions le projet, nous avions travaillé en étroite collaboration avec les banques pour cadrer avec toute la réglementation sur comment connaître votre client. Oui, nous soutenons le partenariat entre les banques, les fintech et le gouvernement. Par ailleurs, la transformation numérique de pays, des paiements au niveau du gouvernement. Il y a beaucoup de conversations en cours. Beaucoup de besoins peuvent être satisfaits par les fintech. Nous devons penser à la réglementation. Nous avons besoin d'un environnement, un cadre qui fonctionne bien. De notre point de vue, le cadre doit être mis en place par la Banque centrale. Nous voulons nouer des partenariats et sous-traiter un certain nombre de problèmes en termes de collecte des impôts, revenus fiscaux, les paiements pour le développement. Et il ne faudrait pas forcément fonctionner en utilisant du cash. Mais quel cadre existe dans notre pays pour permettre ce type de paiement? Voilà les types de conversations que nous devons nous amorcer
y compris la Banque centrale, qui a sa place autour de cette table. Comme par le passé, comment aborder ces questions extra-juridiques? En 2021, il y avait eu des conversations entre SEC, CBM et votre entreprise. Les deux institutions, l'argument qu'ils faisaient valoir, mais c'est pas la question, c'est pas d'être techniquement légal, mais d'être techniquement illégal. Les législations existantes n'ont pas pris en compte ces différents éléments. Comment est-ce que cela a pu être résolu et quelles sont les leçons apprises? Merci infiniment. Oui, cela a été réglé, mais non. Bamboo a l'agrément au Nigeria comme un courtier numérique certifié. On peut avoir des partenariats avec des courtiers et aller vers leur infrastructure et leur offrir des services. Et pour y arriver, c'était pas facile, hein? C'est pavé des difficultés. Nous avons déroulé notre plateforme en partenariat avec un courtier local au Nigeria, et cela met l'accent sur l'importance du partenariat. Ce qui est également important à faire valoir, hein, c'est d'avoir les points de vue des opérateurs, des régulateurs qui revêtent une importance capitale pour notre écosystème, la protection des clients, maintenir les normes et également respecter ces standards. Pour notre système financier, pour élargir notre marché et desservir davantage de clients et ajouter plus de valeur, nous avons besoin des innovations technologiques. L'innovation sera toujours prioritaire par rapport à l'aspect juridique. Comment codifier les blockchains en loi, mais comment fixer les normes pour les blockchains? Mais comment est-ce que vous traduisez tout cela en loi? Le problème, c'est l'approche adoptée. Oui, l'approche dure. Non, je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Je pense que ce qui est important pour l'innovation et la collaboration, c'est le partenariat. Il faut partager les connaissances, les informations et le cadre, comme le ministre l'a dit. Cela permet la collaboration de manière à échanger ces informations. Alors, les sociétés doivent être proactives avec les régulateurs et les ministres, bien entendu. Je suis d'accord avec Richmond. L'exemple de la tokenisation des obligations de trésor dans la région de Semark. Les régulateurs n'ont aucune idée de comment fonctionnent les blockchains. Ils disent que c'est une préoccupation. Oui, nous avons un porte-monnaie. La société a un agrément immatriculé, mais pour mieux comprendre ce pourquoi nous existons, nous tokenisons les obligations de trésor. Nous avons ces obligations afin de tokeniser. Nous étions allés voir les sociétés de gestion des actifs. Personne ne travaillera avec Ijara. Vous voulez qu'on achète vos obligations? On est allé voir aux banques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ijara a créé une filiale pour la gestion des actifs sur le marché. Nous avons finalisé la documentation et nous avions pris ces obligations et on a eu à les mettre à disposition à travers l'application Ejara. C'était un chaos. La Banque centrale nous mettait la pression,
les réglementations, sociétés de réglementation étaient sous pression. Ce que nous avions fait, nous avons créé un panel pour les régulateurs. Lorsqu'ils viennent, on leur a montré qu'ils peuvent voir comment cela se passe dans les coulisses. Il n'y aura pas d'obligation à distribuer, à vendre sur notre appli sans son équivalent à la banque. Et Jara n'est pas gardien de tout cela. Oui, c'est les banques qui vont garder tout cela. Lorsque un client achète une fraction 2000 d'obligants et le compte est débité et le compte de client est crédité. Alors nous avons la banque impliquée, les régulateurs, les fintechs qui sont impliqués et la masse, je veux dire la population qui est desservie. Et l'intérêt promis par les institutions financières classiques, que ce soit les banques, ces sociétés de gestion sont les mêmes sur la plateforme. Collaboration est la règle du jeu. Je dois dire que c'est un formidable exemple de collaboration. Ça donne de la valeur aux clients. Et cela permet de résoudre un problème. Avoir un pourcentage aussi élevé de cette population de banque, c'est un formidable exemple. Ministre Lawson, qu'est-ce que vous pensez? L'ingrédient clé, c'est d'être très proactif du point de vue de FinTech, des banques. Nous avons une idée à exécuter. Il y en a qui le font en dehors de la loi. En ce qui me concerne, le problème majeur ici, à un moment donné, la culture du point de vue de la banque, du gouvernement de FinTech, nous allons expérimenter et voir comment cela marche. Il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Je suis très impressionné par cet exemple. Certainement, ça a été très dur et cher. Et on vous a forcé à résoudre le problème du point de vue de régulateur de la banque et de tout ce beau monde. Alors, certainement, c'est difficile. Au Togo, je dois dire que j'imagine que ça va être même plus difficile pour les fintech. Nous sommes en train de préparer une loi sur la transformation numérique. Nous voulons introduire des sandbox de réglementation. La seule façon de le faire. Nous n'avons pas de cadre. Il y a de formidables idées. Vous êtes le ministre de la transformation numérique. Vous devez convaincre le ministre des Finances qui va examiner les réglementations. Il y a beaucoup de risques à prendre pour les utilisateurs finaux. Non, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes très intéressé à l'innovation. Nous devons créer cet environnement à travers les sandbox de réglementation. Il va falloir identifier les fintech qui sont stables et lesquels les fintech vont survivre. Il y a un certain nombre de problèmes que les fintech peuvent nous aider à résoudre. C'est très difficile d'identifier, comme je l'ai dit, un fintech cohérent, stable. Il y a un certain nombre de problèmes qui affectent le gouvernement, la société, et vous signez des contrats avec eux. Comment vous organisez dans le cadre de ce partenariat? Dans la zone CFA, les exigences pour que ces fintech nouent des partenariats avec des banques, il faudra identifier les partenaires des banques. Cela nous donnera une indication pour savoir si ils sont cohérents
Alors, il faudrait qu'il y ait un acteur qui veille à la bonne marche de ce partenariat. Et il y a également la réglementation. Comment Visa opère? Ce que nous avons fait, nous avons lancé un programme d'accélérateur et pour voir comment les fintechs peuvent opérer. D'abord, il va falloir comprendre la valeur accordée aux clients. Nous les avons aidés à prendre attache avec les régulateurs. Également, par exemple, pour ce qui est de paiement aux sociétés locales. Nous avons ouvert 90 API et c'est facile d'accès. Ce que nous avons fait à travers cela, nous avons amené les fintechs à croître et à nouer des partenariats avec les banques. Nous avons identifié les banques avec lesquelles nous nouons des partenariats. Plutôt que les fintechs tapent à toutes les portes, nous allons introduire les fintechs et les banques. Nous avons commencé à la base et nous avons évolué. Dans certains cas, cela ne s'applique pas toujours. Cet argument, ce contre-argument, oui, les fintechs vont se dire, mais comment est-ce que je sais c'est bon pour l'acquisition d'avenir, hein, mais pourquoi est-ce que je dois me confiner dans ces limites de Sandbox? Oui, forcément, ils ne veulent pas nouer des partenaires avec les banques. Oui, c'est ce à quoi s'attendent certains régulateurs. Comment procéder à cela? C'est une belle question. Entre autres choses que les gens pensent de Visa, c'est une carte. Il y a 9 produits financiers, les clouds, les monnaies, comment faire des mouvements sur un livre comptable. Non, les visas, c'est plus que les cartes que vous détenez en main. Répondre à la question, ça porte sur l'éducation. Voilà les opportunités de produits disponibles à vous et cela va faciliter la tâche à vous. Non, nous ne parlons pas des règles à respecter seulement. Nous arrivons presque à la fin. Alors, le stockage des données, on en a parlé hier et dans votre rapport annuel l'année dernière. Vous l'avez considéré comme étant un risque d'affaires. Les décideurs et le ministre Lust l'a dit en Afrique riche, monde qui a ce formidable produit. Mais est-ce que c'est basé au Ghana, au Nigeria, qui est gardien de ces données? Est-ce que c'est dans un service cloud aux États-Unis? Quelle est l'approche adoptée par rapport à ce problème en Afrique? Ce que nous faisons, nous avons pris attache avec les régulateurs d'un marché à un autre et nous avons compris que il y a un certain nombre de contrôles à prendre en compte. Ce que nous faisons actuellement, j'ai parlé de B2B Connect. Nous sommes en train d'ajuster nos produits pour l'ajuster au contexte local. C'est un produit, l'ajuster au livre comptable. C'est un exemple. Visa a pris une approche très stratégique et nous allons prendre en compte le stockage de ces données. Cette question s'adresse aux fintech et Standard Ghana. Alors, l'emplacement des données et le défi afférent, un certain nombre de produits que Richmond offre. Vous achetez quelque chose aux États-Unis, il y a la transaction qui se fait auprès d'une banque au Kenya. Alors, la protection des données dans ces différents pays, comment vous l'abordez? La solution évolue. Pour nous, la protection des données étant une institution de réglementation, eh bien, cela revêt une importance capitale pour nous. Étant donné que nous sommes sur un marché émergent,
Nous avons un certain nombre de marchés, l'Asie et l'Europe. Eh bien, comment protéger les données? Dans tous ces marchés, nous avons plusieurs régulateurs et la réglementation par rapport aux données, c'est un défi, mais c'est un domaine qui nous préoccupe. La donnée, comme tout le monde l'a dit, c'est l'avenir. Et il va falloir protéger les intérêts de nos clients. Donc, c'est un espace très intéressant et nous y attachons l'intérêt ou l'attention qu'il faut. En ce qui nous concerne, il y a eu des lois sur la protection des données. Pour ce qui est des politiques de données, eh bien, nous cadrons ces lois avec les réglementations en cours. De plus en plus, nous introduisons les règles qui régissent les données au niveau des sociétés et voir comment gérer les données des clients. Au Nigeria, le NDPR. Il y a le benchmarking qui a été fait. Nous avons eu des tests sur les données. Nous avons les auditeurs externes qui traitent de cette question. Nous utilisons notre technologie pour veiller à la sécurité des données des clients. Et le client savent que les données, leurs données sont sécurisées. Il y a plusieurs lois. Oui, le coût de respect des lois, même l'augmentation des coûts de fait des affaires, eh bien, cela est important pour nos activités. J'ai quelques commentaires. Sur le continent, ce n'est pas tous les pays ont de très bons centres de données. L'infrastructure physique peut ne pas exister. En outre, il me semble que les politiques doivent évoluer. Au Togo, nous inspirons de cette notion des données. Est-ce qu'on peut signer des protocoles d'accord avec des pays pour que l'accès à ces données soit difficile? Hier, vous avez parlé de coûts des affaires. Pour ce qui est de la réglementation de tous les pays, les politiques régissant les données, surtout pour ce qui est des différents pays, il y a beaucoup de travail à faire. Pour ce qui est de la politique publique, nous devons réfléchir sur comment protéger les données des clients, des citoyens. Est-ce qu'on peut avoir des ambassades et des données ou adopter une politique? Lorsque vous hébergez une donnée de quelqu'un qui n'est pas dans le pays, vous ne pouvez pas accéder à ces données. Je pense que c'est l'avenir de cette discussion et cette réflexion pour ce qui est des politiques sur les données. Nous l'avons vu ailleurs, notamment en Europe, mais pas sur tout le continent européen. Même à ce niveau, ils ont une approche novatrice de protéger ces données. Alors, pour ce qui est de la garde de ces données, récemment, nous étions allés en France lorsque nous avons reçu le permis de FMI comme étant prestataire de services numériques. Il y a le respect des normes sur les données. Nous avons compris qu'il va falloir adopter une différente approche et comment manipuler les données, on doit le faire différemment. Dans la zone CEMAC et sur le marché africain, je pense que c'est un tout petit peu différent. Oui, la préoccupation de Richmond sur les différentes politiques de données pour les différents marchés, nous devons continuer à nous ajuster si vous voulez opérer dans ces marchés. Dans l'espoir, comme ce que
Madame le ministre l'a dit, qu'on puisse avoir à l'avenir. On ne doit pas forcément se référer à la France, aux États-Unis, à l'Asie ou à l'Afrique du Sud. On pourrait avoir un système central de gestion des données pour la protection des clients. Ministre Lawson, rappelez-vous l'année dernière, on était ici dans cette même salle, entre autres choses que vous avez mentionnées sur la crypto-monnaie. Du point de vue des politiques publiques, qui aura besoin de soutien social pour, par exemple, la pandémie Covid-19? Est-ce que Standard aura accès? Comment est-ce que vous appliquez cette technologie pour résoudre les problèmes? Oui, bien entendu. Nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour prioriser l'assistance. Et cela nous a ouvert les portes sur comment créer des bases de données. Nous n'avions pas cette base de données. Il fallait s'appuyer sur l'intelligence artificielle, l'imagerie satellitaire. Pour ce qui est des bases de données à construire, nous devons aller travailler avec tous les ministères pour s'assurer d'une bonne collecte de données à l'avenir. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans la salle. L'autre chose, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour l'allocation des crédits. L'engagement, c'est de l'appliquer dans la protection sociale. Nous savons que nous dépensons beaucoup d'argent. Ça doit se faire, qui doit s'appuyer sur la technologie, particulièrement l'intelligence artificielle. Nous avons eu à travailler avec les États-Unis, par exemple. Nous sommes très conscients qu'il s'agit là des capacités que nous devons avoir sur le continent. La formation devient importante. Comment former le personnel et les citoyens de manière à ce qu'ils puissent manipuler l'algorithme. Voilà le voyage que nous avons enclenché. Oui, il y a beaucoup de sécurité pour ce qui est de la session suivante. Son Excellence, le président de la République togolaise viendra. Nous allons tirer les rideaux dans quelques minutes. Alors, je donne 30 secondes à chacun des panélistes. Quel est l'avenir de la collaboration entre les fintech et les banques et bien entendu les régulateurs? 30 secondes. Je commence par vous. Le cadre réglementaire, le sandbox, c'est la règle de jeu. Les fintech seront audacieux avant que les régulateurs viennent s'ajouter ou s'impliquer. Non, les fintech ne peuvent pas porter une économie. Non, ils pavent la voie. Il va falloir les suivre, prêter attention à ces fintech. Lorsque vous prêtez attention à ces fintech, ils vont vous dire c'est comme cela que ça se fait. Et maintenant, en tant que régulateur, vous pouvez mettre en œuvre les lois qui vont contrôler ou régir leur activité. Alors, nous avons cette marge de manœuvre pour le partenariat. Nous ne sommes pas des concurrents. Eh bien, nous desservons le marché, en fin de compte. Nous pensons que la communication revêt une importance capitale. Les réglementations également. Nous devons respecter la réglementation plutôt que d'avoir cette peur de non-respect. Je pense que la communication peut nous aider. Eh bien, il va falloir s'approcher des banques, les régulateurs, utiliser ce canal de communication. Pour répondre à la question, est-ce que le partenariat va résoudre le problème?
On vient juste de commencer. Il va falloir maintenant passer à l'étape suivante. En ce qui me concerne, c'est une formidable opportunité sur le continent. Je pense que la SLECAF est un formidable exemple sur comment aider les sociétés à effectuer des paiements sur le continent. Les régulateurs peuvent collaborer, de formidables opportunités pour la collaboration. La SLECAF, en ce qui me concerne, est une formidable opportunité. Nous devons y tirer parti. Oui, je pense que on pourra en parler l'année prochaine. Richmond, pour avoir davantage de croissance sur le continent africain, nous avons besoin d'innovation. Nous appuyons sur la technologie pour faire ce pas de géant sans précédent en Amérique. Oui, nous sommes à la traîne pour ce qui est de l'utilisation des technologies. Les technologies disponibles aujourd'hui, l'Afrique peut faire ce pas de géant vers son avenir. Nous devons jouer notre partition. Nous devons jouer un rôle primordial, se repositionner pour créer un environnement où les opérateurs, les innovateurs peuvent se sentir à l'aise pour communiquer, offrir des solutions par rapport aux plus gros défis que nous avons. Comme cela a été dit, la communication revêt une importance capitale. La capacité à partager les données, voilà le type de relation qu'on peut créer. Il y a de nouvelles frontières pour débloquer les potentiels sur le continent africain. En tant que décideur politique, je dois dire que le cadre est très important. Il y a beaucoup de conversations ici dans cette salle. Nous devons nous former. Le secteur public, à mon avis, ne comprend pas le potentiel des fintechs et comment cet outil peut nous aider à résoudre nos problèmes pressants. Je me demande, est-ce que c'est la communication? Un tout petit peu, c'est la communication, c'est également le partenariat, mais nous devons nous former pour mieux comprendre ces outils. Je pense que c'est l'aspect le plus important à prendre en compte. Alors, les fonctionnaires peuvent commencer à réfléchir comme les startups. Non, nous n'avons pas à réfléchir comme les startups. Je me réveille le matin, voilà les problèmes à résoudre. Oui, je peux identifier telle société qui peut m'aider à résoudre ce problème. Il faut comprendre tout cela. Comprendre qu'une société a les solutions à mes problèmes. Aujourd'hui, parce que je ne les connais pas, je ne m'approche pas de ces sociétés pour m'aider à résoudre mes problèmes. C'est peut-être une formation sur la communication, je me demande. Ouais. C'est une belle conversation. On peut plutôt en parler également en 2024, à l'occasion d'AFIS 2024. Mesdames et messieurs, il mérite un banc d'applaudissements nourris. Merci.